Miss Détective. Elizabeth Logan, 10 ans. Atout des Anglaises modèles qu'on voit sur les gravures ou dont on parle dans toutes les comptines. Les cheveux blonds bouclés, un petit nez retroussé, des yeux bleus à la fois espiègles et sérieux. Pourtant, Elizabeth Logan a une particularité qui la distingue des gamines de son âge. Elle a une passion sévèrement interdite aux petites filles en cette année 1928. Elle lit des romans policiers. Elizabeth Logan se livre à son activité favorite lorsque ses parents la laissent seule, ce qui arrive souvent. Monsieur Logan, qui occupe un poste important au Foreign Office, étant accaparé par ses obligations mondaines. Ce 16 mai 1928, Elizabeth est absolument seule dans le pavillon de Chelsea, une banlieue résidentielle de Londres. C'est le jour de congé de la gouvernante. Après avoir rapidement avalé le dîner qu'on lui avait préparé, Elizabeth est allée à la bibliothèque paternelle et elle y a pris un volume qu'elle se promettait de lire depuis longtemps. Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Il est près de minuit. Au comble de l'excitation, la jeune Elizabeth tourne les pages fébrilement à la lumière de sa lampe de chevet. De temps en temps, elle arrête sa lecture pour essayer de deviner le nom de l'assassin. C'est son sport préféré. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fera quand elle sera plus grande. Elle sera policière. Oui, une femme policier. Elle arrêtera les redoutables bandits. Elle sera la terreur des assassins. Elizabeth Logan est brusquement tirée de sa lecture par un cri de femme. « Au secours! À l'assassin !» Elizabeth saute au bas de son lit, court à la fenêtre, écarte les rideaux. Dans la rue déserte, un homme est en train de frapper une vieille femme. Elizabeth Logan voit parfaitement la scène. L'homme est armé. Il a un couteau. Mais elle ne ferme pas les yeux. Elle enregistre le plus de détails possible. La vieille dame est tombée à terre. L'homme regarde à droite, à gauche, prend le sac et le collier de sa victime et s'enfuit en courant. Le tout n'a duré que quelques secondes. Elizabeth dégringole les escaliers jusqu'au salon. Elle bondit sur le téléphone et puis d'une voix qui ne tremble pas, elle s'adresse à l'opératrice. « La police, c'est urgent !» Quelques instants plus tard, elle lance à la voix masculine qu'elle vient d'obtenir. « Venez immédiatement au 16 Harris Street. Il s'agit d'un meurtre. » Il est un peu plus de minuit lorsque les policiers arrivent et sonnent au numéro 16 Harris Street. Le lieutenant Francis Marsh, un grand gaillard à la moustache rousse, se penche, surpris vers la petite forme en robe de chambre rose qui vient lui ouvrir. Il est même plutôt étonné. « Mais qu'est-ce que vous faites là, jeune demoiselle? Allez vous coucher? Où sont vos parents ?» Mais à sa stupéfaction, le petit bout de bonne femme lui répond avec assurance. « Mes parents sont sortis, lieutenant. C'est moi qui vous ai appelé. » Le lieutenant Marsh suit avec ses yeux blonds la petite fille qui le conduit dans son salon. Elizabeth lui désigne un fauteuil et s'assied en face de lui. « J'ai tout vu de la fenêtre de ma chambre. Est-ce que la vieille dame est morte ?» Le lieutenant, totalement désorienté d'avoir à tenir ce genre de conversation avec un enfant, ne trouve pas ses mots. Enfin, non, elle n'est que blessée. Mais vous avez vu cette chose horrible ? Elizabeth Logan regarde le lieutenant Francis Marsh de ses yeux bleus,
qui sont en cet instant très sérieux. Vous me surprenez, lieutenant. Il m'a semblé que l'homme avait frappé au cœur, et la lame devait avoir au moins 20 centimètres de long. Le brave lieutenant est en train de se demander s'il ne rêve pas. Dites-moi, Miss, quel âge avez-vous donc? 10 ans, pourquoi? Le lieutenant Marsh s'allume une cigarette, ce qui ne lui arrive jamais pendant le service. Vous avez raison, la victime a été tuée sur le coup. Je vois que votre jeune âge ne vous empêche pas d'avoir et d'être observatrice. J'écoute votre témoignage. Elisabeth se redresse sur son fauteuil et dit d'une voix posée. L'homme avait entre 30 et 35 ans. Taille 1,75 m environ, du type plutôt méditerranéen. Cheveux bruns, petite moustache gominée. Il était vêtu d'un costume gris clair usagé, chemise blanche, sans cravate. Il portait une casquette à carreaux. Devant l'air ahuri du policier, Elisabeth Logan ajoute, comme pour s'excuser. Ah, je n'ai aucun mérite, la scène s'est passée tout près du réverbère. Le lendemain, 17 mai 1928, le lieutenant Francis Marsh commence son enquête sur le meurtre de Chelsea. Une affaire, tout ce qu'il y a de banal. Quoi de plus de classique, en effet, qu'un crime de voyous dans les rues de Londres. Mais ce qui n'est pas banal, c'est la personnalité du témoin principal. Et oui, la petite fille, 10 ans. D'ailleurs, l'après-midi, Elisabeth revient dans son bureau pour faire sa déposition officielle. Elle est accompagnée cette fois de ses parents. Mr. et Madame Logan semblent beaucoup plus émus que leur fille, qui répète son témoignage avec calme et conclut. Je sais bien que le signalement pourrait convenir à beaucoup de gens, mais si on me présente l'homme, je suis sûr de le reconnaître. À la sortie des locaux de Scotland Yard, plusieurs journalistes sont présents. Mr. Logan tente de les repousser et précipite sa fille dans la voiture qui les attendait. Mais les photographes ont eu le temps de faire leur cliché. Et le soir, les journaux paraissent avec la photo d'Elisabeth sous le titre « La petite fille qui a vu l'assassin ». 18 octobre 1928. Elisabeth Logan est debout dans le métro londonien. 5 mois ont passé depuis le meurtre dont elle a été le témoin. Aucun élément nouveau n'est survenu et l'assassin court toujours. Elisabeth n'a jamais cessé de penser à ce qui a été pour elle une grande aventure. Elle a rencontré 2 vrais policiers, elle est même allée à Scotland Yard. Le seul ennui est que, depuis, ses parents, pris de remords et d'une inquiétude rétrospective, ne la laissent plus jamais seule le soir et qu'elle a les plus grandes difficultés à lire en cachette ses romans policiers. Elisabeth Logan surveille distraitement les stations. Elle doit descendre à la prochaine pour se rendre chez son professeur de piano, à sa leçon hebdomadaire. Brusquement, elle sent son cœur battre. Là, sur la banquette, l'homme. Oui, il est de profil, mais c'est lui. Elle est absolument sûre d'elle. Elle revoit comme si c'était hier le meurtre sous le réverbère. Mais il a gardé sa casquette. Il est seulement un peu plus âgé qu'elle ne l'avait dit au policier. Il doit avoir plutôt la quarantaine. Elisabeth sursaute de nouveau. Le claquement des portes l'a surprise. C'était à cette station et elle l'a laissé passer. Inconsciemment, elle avait déjà pris sa décision. Le signalement de l'homme ne pouvait pas apporter grand-chose aux policiers. Elle va donc le suivre et découvrir où il habite. 4 stations plus loin, l'homme descend. La petite fille fait de même.
Elle trottine derrière l'individu qui marche à grandes enjambées. La station est une correspondance. Quelle ligne va-t-il prendre? Il ne faut pas que, surtout, elle la perde de vue. Il y a très peu de monde dans le couloir où il se trouve. C'est peut-être le bruit saccadé que font les souliers d'Elisabeth sur le sol qui fait se retourner l'homme. Effectivement, il se retourne et la voit. Elisabeth Logan se sent devenir glacée. L'homme, pourtant, détourne la tête et reprend sa marche en avant. Une autre ligne de métro, maintenant. La petite fille est nerveuse, car il s'agit d'endroits où elle ne va jamais dans la périphérie ouvrière de Londres. Mais elle a décidé quand même qu'elle irait jusqu'au bout. Elle s'est installée derrière l'individu, à 4 rangées de banquettes. Elle est idéalement placée pour le surveiller. Le métro ralentit, l'homme se lève, ouvre la porte et descend. Elisabeth sort à son tour. Elle se force à ne pas avoir peur. C'est la station East India Docks, la partie la plus misérable du port de Londres. Courageusement, la petite fille emboîte le pas de l'assassin, se disant intérieurement « Évidemment, il n'allait pas habiter à Buckingham Palace ». L'homme prend une rue déserte entre 2 rangées d'entrepôts. Elisabeth a une hésitation. Cette fois, cela devient vraiment dangereux. Elle cherche des yeux un policeman. Oui, là-bas, il y en a un. Mais il est loin. Si elle allait le trouver, elle perdrait l'assassin de vue et il lui échapperait. Alors, serrant les dents, tête baissée, elle reprend sa filature. Là-bas, l'homme vient de tourner à droite. Elisabeth Logan se met à courir pour le rattraper. Elle tourne à son tour à droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a disparu. Elle court plus vite, et plus vite encore, et s'arrête net, avec une sensation de cauchemar. 100 mètres devant, un mur en briques barre la route. C'est une impasse. Et derrière, elle entend un bruit de pas lent et calme. L'homme avait dû se dissimuler au coin et maintenant il vient vers elle. Elisabeth se mit à courir droit devant. Elle est perdue, elle le sait. C'était un piège. L'homme l'avait remarqué dans le métro. Comment a-t-il fait pour la reconnaître? Elle, puisqu'il ne l'avait jamais vue. Elle était derrière la fenêtre et il faisait nuit et brusquement elle comprend. Sa photo dans le journal. Lui aussi la connaissait. Derrière elle, l'homme s'est mis à accélérer. Mais juste ce qu'il faut, pas de gymnastique. Il est sûr de lui parce que sa proie n'a plus aucun moyen de lui échapper. Il y a un métallique. L'assassin vient d'ouvrir son couteau à cran d'arrêt. Une lame de 20 cm de long. Folle de terreur, la fillette entre dans un entrepôt désaffecté, un refuge dérisoire. L'homme y sera encore même plus à l'aise pour la tuer que dans la rue, et personne ne verra rien. Elisabeth Logan se trouve dans une cour sinistre. Elle se met à appeler au secours de toutes ses forces. C'est alors qu'une voix s'élève du sol. « Vite, par ici !» La fillette se baisse. En bas, il y a un soupirail dissimulé par les mauvaises herbes qui ont poussé un peu partout. Elle s'y jette la tête la première, sans hésitation. Il était temps. L'homme vient de déboucher à son tour dans la cour. Il marche à pas lents, promenant son couteau devant lui. « Je sais que tu es ici, je t'ai vu. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je te trouverai, Miss Détective. Et comme la vieille... » Elisabeth sent un frôlement dans son dos. Elle se retourne. À la lumière du soupirail, elle distingue un jeune garçon de son âge environ, habillé misérablement d'un mauvais pantalon.
d'une chemise sale et coiffé d'une casquette. Elle lui chuchote. C'est un assassin. Le gamin a un rire muet et chuchote à son tour avec son accent cockney. J'avais compris. L'homme poursuit ses recherches à l'étage. Cela permet aux deux enfants de discuter et de continuer leur dialogue à voix basse. Dis-moi, pourquoi il t'a appelé Miss Détective ? Parce que c'est vrai. Je le suivais pour le faire arrêter. Le gamin, un petit sifflement. Ben dis donc, t'es drôlement gonflé pour une fille. Surtout pour une fille de Rupin. Tu t'appelles comment ? Elisabeth, et toi ? Buster. Dis-moi, Buster, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est par là que j'habite. T'en fais pas. Il ne peut pas nous voir. Il n'y a que le soupirail comme entrée et il est trop grand pour passer. Les deux enfants se taisent. L'homme vient de revenir dans la cour. Il a l'air particulièrement menaçant. Tu ne perds rien pour attendre, petite peste. La prochaine fois, je ne te raterai pas. En attendant, tu peux toujours dire ce que tu as vu aux flics. Tu penses bien que ce n'est pas par là que j'habite. Il replie son couteau à cran d'arrêt et il s'en va en jurant. Lorsqu'il a disparu, Elisabeth agrippe le bras de son compagnon. Buster, il faut que tu le suives. Quoi ? Tu es malade ? C'est le seul moyen d'avoir son adresse. Toi, tu peux. Il ne te connaît pas. Le gamin hésite visiblement. Elisabeth Logan continue. Une fois que tu as l'adresse, tu vas la porter à Scotland Yard. Et tu dis au policier de venir me chercher ici. Tu ne vas pas me dire que tu as peur, Buster. Que tu as moins de courage qu'une fille. Visiblement vexé, le gamin hausse les épaules. Non, évidemment, mais moi, les flics, tu sais... Elisabeth ne l'écoute plus. Allez, dépêche-toi. Elle a gagné. Sans répondre, Buster bondit à travers le soupirail et s'en va en courant. Elisabeth Logan reste quelques instants à reprendre ses esprits, et sa respiration surtout, et vaincue par les émotions, elle s'endort. Lorsqu'elle se réveille, c'est la nuit noire. Mais à travers le soupirail, elle distingue la lumière crue de projecteurs, et puis des appels et des bruits de souliers ferrés sur le pavé de la cour. Enfin, une petite main qui se tend au travers de l'ouverture. « Viens, Elisabeth !» Éblouie par la lumière, étouffée par ses parents, qui l'embrassent en pleurant, la petite fille cherche des yeux Buster et le trouve enfin à son côté. « Alors, ils l'ont eu ?» Le gamin laisse éclater sa joie. « Et comment ? Mais c'était juste, hein ? Il était en train de faire ses valises. Faut croire que tu lui avais fait quand même drôlement peur. » Le lieutenant Marsh s'approche à son tour, en triturant sa moustache et en toussant pour cacher son émotion. « Vous nous avez fait peur à tous, Miss. Vous êtes une sacrée petite bonne femme. » Frank Graham, c'était le nom du meurtrier, a été jugé l'année suivante par Old Bailey, la cour criminelle de Londres. Condamné à mort et pendu. Buster et Elisabeth, que tout opposait dans leur destinée, ne se sont jamais revus après la dramatique poursuite des docks. Quant à Miss Détective, elle a continué à lire des romans policiers, mais elle a été guérie à tout jamais de sa vocation. Elle s'était aperçue, en effet, que les assassins ont un gros défaut. Ils peuvent être parfois terriblement dangereux.